Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses pour cette conférence que nous avons intitulée Climat après le rapport du GIEC Que faire ? Et je voudrais commencer par remercier infiniment Gerhard Kriner d'être avec nous. Donc Gerhard Kriner, c'est un directeur de recherche au CNRS, il est climatologue. Il fait partie, tu me corriges si je me trompe, des 31 auteurs coordinateurs du 6e rapport du GIEC. Donc on est vraiment honorés parce que c'est rare. On est honorés parce que c'est rare qu'il y ait un scientifique de cette envergure qui vienne discuter avec nous. Et pour nous, ça va être un moment intéressant. Gerhard Kriner me dit attention, mais si moi je le dis quand même. Et c'est d'autant plus important et intéressant pour nous qui portons depuis longtemps la question du dérèglement climatique et des enjeux écologiques comme étant le défi du 21e siècle, comme étant la première génération à devoir faire face à des changements qui sont des changements, on le sait, qui sont irréversibles. Et on a bien vu, pour certains d'entre eux, on a bien vu cet été que toutes les alertes qui avaient été ignorées de par notre mouvement, je vais commencer par ça, notamment les alertes que nous avons portées pendant l'élection présidentielle sur la question de l'eau, de la ressource en eau, se sont avérées vraies et le fait d'avoir ignoré ces alertes, les conséquences se sont étalées devant nos yeux, notamment cet été, mais depuis plusieurs années déjà, et on sent que ces conséquences sont en train non seulement de s'accélérer, mais d'augmenter en amplitude. Et ces conséquences-là et ces alertes qui ont été ignorées, ce ne sont pas seulement les alertes du mouvement insoumis, mais ce sont des alertes qui sont portées maintenant depuis 50 ans, voire plus, par les scientifiques qui elles aussi, ont été malheureusement ignorés. Donc on est entré dans une ère d'incertitude écologique. Et on vous l'a répété plusieurs fois, mais je le redis pour commencer. Vous savez très bien que lorsqu'il y a 1 degré de réchauffement climatique, ça veut dire 7% d'évaporation en plus. Et on sait qu'après les épisodes de canicule, de sécheresse et d'incendie que nous venons de vivre, la rentrée et l'automne notamment vont être marqués par un moment où il va y avoir des pluies diluviennes et des inondations de manière très forte. Et que là encore, tout comme le gouvernement n'avait rien prévu face aux canicules, aux incendies, n'a eu de cesse de supprimer des effectifs à Météo France, à l'Office national des forêts et j'en passe, eh bien là aussi nous ne sommes pas préparés. Ils n'ont rien planifié face à ces pluies diluviennes et à ces inondations qui vont frapper notamment le sud de notre pays. Je vais donner la parole à Gerhard Kriner qui va en quelque sorte vous présenter de manière assez générale ce qu'il y a dans le rapport du GIEC, ce qui va permettre de mettre tout le monde à niveau. Ensuite, on aura 2 petites questions que je vais lui poser et comme ça, on aura un échange avec vous parce que c'est ça qui est intéressant. Et je voudrais juste, parce que la question du dérèglement climatique est une question qui, bien sûr, concerne notre pays, mais concerne l'ensemble des pays du monde, qu'on commence par avoir une pensée forte pour le Bangladesh, puisque le Bangladesh est aujourd'hui sous les eaux avec des inondations qui ont fait au moins 1000 morts. Ils sont en train malheureusement de compter, avec 300 millions de personnes qui ont les pieds sous l'eau et avec au moins 500 000 maisons qui ont été détruites. Et donc je voudrais qu'on ait une pensée très forte pour ceux qui sont à la fois les plus pauvres et les moins responsables, comme nous le disons depuis longtemps, qui subissent en premier les conséquences du dérèglement climatique. Je donne la parole à Gerhard Kriner et le remercie encore une fois d'être avec nous. Merci. Je vous remercie de m'accueillir ici pour la France Insoumise. C'est un honneur pour moi. Je vais essayer de vous faire, comme il l'a dit, en 15 minutes, un petit panorama sur les 3 rapports du GIEC qui ont été publiés sur les 2 dernières années. Donc elle a dit que je fais partie de 30 personnes, 31. En fait, c'est les auteurs du rapport de synthèse, le rapport de synthèse qui va être publié au mois de mars 2022, si tout va bien. Donc, on ne va pas tarder. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui, 2023. Bien sûr. Allez.
Donc, en 15 minutes, très rapidement, pour qu'on soit tous à la même page. Donc, on va dans le mur, moins vite que... on a ralenti un peu, mais on va toujours dans le mur. Les émissions de gaz à effet de serre sont au plus haut. Vous voyez par exemple à gauche, là, le CO2. Alors le FFI, c'est les fossil fuels, donc les combustibles fossiles. Donc ça augmente, on a les records, bon, ça, on arrive à un peu atténuer la courbe, mais on a toujours des émissions mondiales au plus haut. Bien, alors quand on regarde d'où ça vient, ça ne vous surprendra pas. Les 10% des ménages les plus riches sont responsables de 40% des émissions et les 50% les plus pauvres contribuent à moins de 15% des émissions. C'est vrai à l'intérieur d'un pays, c'est vrai entre les différents pays. Donc sur ce graphique-là, qui est un peu compliqué à comprendre, je vais vous peut-être expliquer un tout petit peu ce que vous voyez. Donc sur l'axe horizontal, vous voyez la population. Donc pour les différents continents, par exemple l'Amérique du Nord, ça va être, je ne sais pas, 200 millions de personnes ou quelque chose comme ça. Et puis sur l'axe vertical, vous voyez les émissions, je crois que c'est la dernière décennie. Donc en bleu, vous voyez les combustibles fossiles, les émissions qui sont par les combustibles fossiles. En jaune, vous voyez les émissions qui viennent de la déforestation. Et en gris, c'est d'autres émissions. Vous voyez qu'il y a des fortes émissions, évidemment, en Amérique du Nord et dans d'autres pays. L'Europe, en fait, vous voyez le jaune en bas, ça veut dire qu'il y a une petite réforestation, il y a des forêts qui poussent, qui absorbent du CO2 un petit peu. C'est tout simple, c'est pas parce que l'Europe est particulièrement vertueuse, c'est tout simplement parce que l'Europe a tout déforesté il y a plus que 150 ans et donc ça compte plus. D'accord ? Donc là, on a le beau rôle, mais c'est... Bon, enfin, bref. Donc, ce qu'on voit que l'Asie du Sud et l'Afrique, évidemment, émettent très peu. C'est d'énormes populations qui émettent très peu et qui vont souffrir le plus, évidemment, comme Mathilde l'a déjà dit et comme vous savez déjà. C'est bon, je continue, c'est à peu près clair ? Ouais. Pardon ? Peut-être éteindre la lumière, ouais. Bon, je vais expliquer les graphiques aussi bien que possible. Donc là, vous voyez les observations de la température moyenne globale depuis 2000 ans à gauche, sur le graphique à gauche, et depuis 1850 sur le graphique de droite. Donc sur le graphique de gauche, vous voyez que le climat, voilà, c'était à peu près stable. Bon, il y a des variations naturelles, évidemment. Et puis la période de 1850 à 2020, qui est la partie droite de cette partie de gauche, vous voyez un pic vers le haut. C'est le réchauffement essentiellement dû à l'homme, ou quasi exclusivement dû à l'homme. Et on a pris 1,1 degré quand on regarde sur la température, sur la figure de droite. On a pris 1,1 degré par rapport à la période qu'on prend de référence, qui est la période que vous voyez, cette espèce de barre horizontale qui est entre 1850 et 1900, qui est la période de référence qu'on appelle pré-industrielle. Ce n'est pas vraiment pré-industriel parce que l'industrie a commencé avant, mais c'est une période un peu compromis parce qu'on connaît déjà un peu mieux les données que pour la période vraiment pré-industrielle. Bref, ce que vous voyez que la température vraiment moyenne globale a vraiment commencé à augmenter en réalité à partir de 1960-70, d'accord ? En réalité, on a pris 1 degré depuis 1960 à peu près. On prend 0,18 degrés par décennie, il n'y a aucun signe d'un ralentissement. C'est même quelque chose qui va probablement augmenter. Donc, si on trace une droite sur la dernière partie là, de cette figure, elle va très très bien. Bien. Donc ce réchauffement est inédit depuis plus de 2000 ans. Hein, dans sa vitesse, c'est assez clair quand on regarde cette courbe de gauche. Bien. On sait aujourd'hui, on l'a prédit, mes prédécesseurs l'ont prédit il y a 50 ans que ça allait arriver. Aujourd'hui, on en est certain que ce réchauffement observé depuis surtout 1970
mais même sur cette période plus longue, est due aux activités humaines. C'est une certitude. Dans la suite des rapports du GIEC, le GIEC a fait son premier rapport en 1990. En 1990, mes prédécesseurs disaient bon, on voit un petit changement, ça peut être naturel, mais ça peut être dû à l'homme aussi, c'est pas incompatible, etc. Et petit à petit, là on est au 6e rapport, à chaque fois ça devenait plus fort. Aujourd'hui, on dit le réchauffement est dû à l'homme, point. Et on ne donne même pas la probabilité, c'est un savoir certain, comme le fait que demain le soleil va se lever. D'accord ? Aujourd'hui, on en est absolument certain. Donc ce réchauffement observé est dû aux activités humaines. Il y a des gaz à effet de serre, mais ce réchauffement des gaz à effet de serre est en partie masqué par un effet refroidissant des aérosols. Alors, je vais vous expliquer. Vous voyez sur la partie gauche, est-ce que vous voyez la souris là ? Peut-être. Vous ne la voyez pas. Vous voyez là une barre grise qui est 1,1 degré. Donc la hauteur de la barre indique 1,1 degré. Bien. Sur la partie droite, vous avez plusieurs barres. Vous avez la partie gauche qui donne ce qu'on sait que l'homme a fait sur le climat depuis 150 ans. Et la barre est exactement de la même hauteur que les observations du changement climatique. Donc on sait que l'effet total de l'homme, c'est le 1,1 degré qu'on a observé. Mais en fait, en réalité, les gaz à effet de serre, donc les méthanes et le CO2 essentiellement, mais aussi d'autres gaz, ont réchauffé le climat de 1,5 degré. C'est la barre un peu rose que vous voyez là, la plus haute. Mais il y a aussi un effet de refroidissement dû à la pollution, notamment ce qu'on appelle les aérosols, des particules de suie, mais notamment aussi le SO2, les sulfates, qui fait après des sulfates et qui bloque le rayonnement solaire. Donc l'homme réchauffe et refroidit le climat à la fois, et l'effet total, c'est exactement ce qu'on observe. Bien. Il faut agir dès aujourd'hui. Les émissions à venir vont déterminer le niveau de réchauffement à venir. Donc aujourd'hui, on a pris 1,1 degré. Ça va continuer, mais on a le choix. Ce qu'on voit ici, c'est deux graphiques. J'espère que vous voyez à peu près. En haut, vous voyez des émissions futures de gaz à effet de serre, et en bas, vous voyez les températures qui vont avec. Moi, en tant que climatologue, je suis incapable de dire quelles vont être les émissions de gaz à effet de serre dans 20 ans, dans 50 ans et jusqu'à la fin du siècle. Ça dépend de moi, de mes propres émissions, ça dépend de vos propres émissions, ça dépend des décisions politiques, ça dépend de plein de choses. Donc nous, en tant que climatologues, ce qu'on fait, c'est des hypothèses sur les émissions futures, des hypothèses qu'on appelle des scénarios. Donc les scénarios, vous en avez 5 ici, vous n'arrivez pas à les lire, je vais quand même le dire. Vous avez le scénario rouge, qui est le scénario demain on roule tous en 4x4, et puis vous avez le scénario bleu, c'est demain on roule tous à vélo, en gros, je simplifie, d'accord, on est d'accord, et puis des scénarios intermédiaires. Et ces scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, on va les utiliser, moi en tant que physicien, pour calculer l'évolution du climat qui va avec dans le futur. Et c'est ce que vous voyez dans la courbe en bas, vous voyez sur l'axe vertical les températures, donc entre 0 degrés, donc c'est le passé, et 5 degrés par rapport à la période pré-industrielle tout en haut. Et vous voyez la partie grise jusqu'en 2015, bon ça c'est les observations. Et pour les différents scénarios, l'évolution des températures. Donc dans le scénario que j'ai dit tous en 4x4, n'est-ce pas, on peut arriver jusqu'à 5 degrés de réchauffement en 2100, sachant qu'aujourd'hui, on est déjà à 1,1 degré. Dans le scénario bleu, donc de forte réduction d'émissions de gaz à effet de serre, on arrive à, vous n'arrivez pas à le lire, mais je vais vous le dire, on arrive à 1,5 degré en 2100. Ce scénario, il suppose la neutralité carbone, 0 émission de CO2 en 2050. D'accord ? Aujourd'hui, on émet 40 gigatonnes, 40 milliards de tonnes par an. On arriverait à 0 dans ce scénario en 2050. Donc, dans 30 ans, ça veut dire 3% tous les ans de réduction, même plus fortement. Donc, c'est des réductions extrêmement fortes.
Ce qu'on voit, c'est qu'entre des scénarios extrêmement différents, quand vous regardez quand est-ce qu'ils divergent, au début, ils ne divergent pas immédiatement. Donc les émissions divergent immédiatement. Là, il y a tout de suite une différence entre les émissions, entre la courbe bleue en haut et la courbe rouge en haut. Les températures, ça met un certain temps pour réagir. Donc si aujourd'hui on dit, voilà, on va essayer de viser la neutralité carbone en 2050, on réduit nos émissions de 3%, on n'y est pas du tout, d'accord, de 3% par an, on verra l'effet dans 20 ans. On ne verra pas immédiatement. Mais il faut bien commencer aujourd'hui, d'accord ? Ce n'est pas une raison d'attendre, on a déjà perdu 50 ans. Juste pour vous dire que vous ne verrez pas, il y a la variabilité naturelle du climat, etc. Vous ne verrez pas les effets de nos efforts immédiatement, malheureusement. Vous les verrez sur la qualité de l'air, peut-être. Voilà une courbe sur laquelle j'aimerais bien passer un tout petit peu de temps, parce que c'est la courbe qui vous explique les budgets carbone. Beaucoup de gens ont sans doute déjà entendu parler du budget carbone. En fait, la question, c'est tout simplement... combien de fuel est-ce qu'on peut encore brûler si on veut arriver à 1,5 degré de réchauffement et pas au-delà? Ça nous donne un certain budget. Comment il est justifié, ce budget? Vous voyez sur cette courbe-là, sur ce graphique-là, dans l'axe vertical, la température, et sur l'axe horizontal, vous voyez la quantité totale de CO2 qui a été émise depuis le début. Donc, comme on continue à émettre, l'axe horizontal ici, c'est comme un axe de temps, mais il est un peu déformé parce qu'on émet de plus en plus. Mais le temps, il avance vers la droite, en gros. D'accord ? Donc ça, c'est la quantité totale de CO2 émise. Et puis, et vous voyez la courbe grise, là, c'est avec un peu de bonne volonté, c'est une droite. Et puis, vous voyez les courbes qui sont en couleur. Ça, c'est les mêmes scénarios, les mêmes projections climatiques que tout à l'heure. Et quand on trace la quantité de CO2 émise contre la température, on voit que tout s'aligne en fait sur une droite. Donc, des types comme moi, on fait des bacs plus 8, on fait des post-docs et puis on travaille pendant 20 ans et on fait plein de calculs sur des ordinateurs extrêmement puissants et à la fin, on arrive à une droite. D'accord ? Un truc extrêmement simple. C'est super. Mais en fait, donc, il y a énormément de complexité derrière et que ça fasse une droite, plus ou moins une droite à la fin, ça tombe comme ça, mais c'est bien parce que ça permet de dire, voilà, vous voulez 2 degrés, c'est facile, vous allez là sur l'axe vertical 2 degrés, vous tournez vers la courbe que vous avez et vous retournez, je ne sais pas si vous voyez la souris, vous retournez sur l'axe horizontal et vous voyez que vous êtes arrivé à, 3000 ou quelque chose. Et donc vous savez que l'humanité a droit à émettre 3000 quelque chose de gigatonnes de carbone, CO2, et on est déjà arrivé à 2400. Aujourd'hui, donc, il nous reste, comme on dit ici sur le graphique, 890 gigatonnes de CO2 de budget carbone de l'humanité. Pareil pour 1,5 degré, on sait que l'humanité a encore droit à 510 gigatonnes de CO2. Alors, c'est quoi 510 gigatonnes de CO2 ? Je vais vous dire qu'aujourd'hui, par an, on émet 40. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il y a un peu plus que 10 ans d'émissions au rythme d'aujourd'hui pour arriver à 1,5 degré. Voilà pourquoi cette figure est très importante et elle est vraiment... c'est la base du budget carbone. Voilà. Alors, on en est où ? Donc là, c'est des scénarios pour vous montrer, des courbes pour vous montrer où on en est. Sur l'axe vertical, les émissions. Sur l'axe horizontal, les années. Donc ça, c'est différentes projections. La courbe rouge, c'est une courbe qui est horizontale. Elle correspond aux politiques publiques qui sont aujourd'hui mises en place et qui correspondent à ce qu'on a promis pour 2030 et qui va au-delà un peu. Aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est essentiellement une stabilisation probablement des émissions de CO2. On a déjà vu tout à l'heure, les courbes commençaient à ne plus augmenter aussi fortement. Voilà ce qui nous en est. Donc on n'est pas
aujourd'hui sur une courbe qui diminuerait les émissions de CO2 à 0 en 2050. Pas du tout. On est sur une émission et sur une courbe éventuellement qui stabilise nos émissions. Stabiliser nos émissions, c'est-à-dire on continue à émettre, donc on continue à grimper sur la courbe de tout à l'heure des températures. Le scénario que j'ai mentionné tout à l'heure, 1,5 degré, c'est celui en bleu. Si aujourd'hui on continue avec les objectifs qu'on s'est promis pour 2030, si on veut limiter le climat inférieur à 2 degrés, avec les engagements qu'on a déjà pris pour 2030, ça veut dire qu'à partir de 2030, il faudrait réduire les émissions extrêmement fortement, beaucoup plus fortement que si on le faisait aujourd'hui. Donc plus on attend, plus ça va être difficile, évidemment. Donc pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, il faudrait 43% de réduction entre 2019 et 2030 et réduire le méthane aussi de 34%. Donc on n'y est pas. Voilà. Je vais passer au risque, parce que là je vous ai bassiné avec les courbes de température. Mes collègues d'un autre groupe de travail du GIEC, donc moi je suis dans les physiciens, il y a un autre groupe de travail, le groupe de travail 2 du GIEC qui travaille sur les impacts du changement climatique. Ils ont l'habitude de visualiser les risques sur ce genre de graphique. Donc en vertical, vous avez les températures, donc en bas c'est 0, en haut c'est 4 degrés, et la couleur indique le risque. Donc le violet là, c'est des très hauts risques. Rouge, c'est du risque élevé. Jaune, c'est du risque modéré. Et vous voyez, on est là, le gris, là, si vous le voyez, c'est le niveau qu'on a atteint aujourd'hui. Et ils ont classifié les risques pour l'Europe en fonction des différents types de risques. Il y a 4 risques clés pour l'Europe. Les risques clés pour l'humanité, pour les hommes, pour les écosystèmes marins et pour les écosystèmes terrestres qui dépendent des extrêmes chauds, c'est les 3 barres à gauche. Eh ben, on les a eus cette année, hein, des vagues de chaleur, ça ne vous a pas échappé. La 4e barre, les risques clés pour l'Europe, pour l'agriculture, pour les niveaux de rendement agricole. Eh ben, on le voit aujourd'hui, l'agriculture souffre de la chaleur, donc c'est bon, ce risque-là réalisé. 3e risque clé, c'est les trois barres qui suivent, c'est celles qui sont liées à la pénurie d'eau. Évidemment, ça dépend si... Pardon ? 2 barres, oui, 2 barres pour la pénurie d'eau, pardon, merci. 1 barre pour l'Europe du Sud et 1 barre pour l'Europe centrale. Vous voyez que pour l'Europe du Sud, ça devient rouge et violet beaucoup plus tôt, évidemment, que pour l'Europe du Nord et centrale et occidentale. Donc c'est normal, c'est dans la zone méditerranéenne que vous avez le plus de risques. Donc c'est bon, la pénurie d'eau, on est d'accord, on l'a aussi. Donc les 3 des 4 risques clés cette année, on les a déjà réalisés. Et le 4e, c'est lié aux inondations. Pardon ? 4e risque clé. En Europe, oui. Voilà. Et on va surtout l'avoir en automne, je pense, comme on l'a déjà dit, avec les épisodes Cévenol, avec une Méditerranée complètement surchauffée, qui va sans doute, et très probable, nous donner des inondations assez mémorables en automne cette année. Voilà, donc les 4 risques clés pour l'Europe, on est sur la bonne voie, pour ainsi dire. Il y a quand même des messages d'espoir, c'est les renouvelables deviennent concurrentiels. Le coût de certaines énergies renouvelables et les batteries pour véhicules ont chuté et les capacités installées ont bondi. Par exemple, pour les photovoltaïques, donc là, je ne sais pas si vous le voyez, là, vous avez cette barre un peu gris profonde horizontale, là, ça c'est le coût des combustibles fossiles, autour de 150 $ par mégawatt-heure. Et le bleu, là, c'est le coût des photovoltaïques sur la courbe en gauche, ça diminue. Les fermes éoliennes, évidemment, onshore et offshore aussi, les coûts deviennent concurrentiels, etc. Le coût des batteries électriques diminue. Donc, il y a de l'espoir. Mais, évidemment, les progrès technologiques ne sont pas suffisants. Il y a le maître mot aujourd'hui, que même le président de la République a osé prendre
dans sa bouche, c'est la sobriété. Donc il faut, comme le dit le graphique ici, éviter d'émettre, changer les façons d'émettre ou améliorer les systèmes d'émission. Donc diminuer les vols intercontinentaux, essayer de moins conduire en voiture, etc. Passer à une nourriture moins carnée, plus équilibrée, tout ça, ça permet d'éviter des émissions. Donc la sobriété, elle est nécessaire. On ne peut pas compter que sur l'amélioration du système existant, système technologique existant. Ceux qui vous promettent ça, pour continuer à faire comme avant, ils vous vendent du rêve. Un exemple ici, il y a des synergies liées à l'atténuation. Tout n'est pas des pleurs et de la sueur quand on passe à la décarbonation. Nous avons des synergies positives avec beaucoup d'autres objectifs du développement. Alors les objectifs de développement, il y a ceux de l'ONU, il y en a 17. Je les connais tous pas par cœur. Vous n'arrivez pas à lire sans doute, mais les couleurs indiquent là que, par exemple, réduire l'utilisation bêtement de la voiture, passer au vélo, et ça a un effet sur la qualité de l'air, ça a un effet sur votre propre santé. Ce genre de synergie, ce genre d'effets co-bénéfices positifs sont importants. Et à travers tous ces objectifs de développement durable, élimination de la faim, éducation pour tout le monde, égalité des genres, des sexes, tout ça, les mesures qu'on peut prendre pour limiter le changement climatique ont des synergies avec ces objectifs aussi. Et généralement, ils sont positifs. Dernier paragraphe, dernier slide que je voulais vous montrer, je ne vais pas tout vous lire, on peut en parler. Il y a des obstacles à l'action sur le climat, sinon on ne serait pas ici, sinon on n'aurait pas aussi chaud cette année. 50 ans qu'on le dit, comme j'ai déjà dit. Les obstacles et les surmonter, les climato-sceptiques qui désinforment, les différentes résistances, évidemment, il y en a plein. On peut les surmonter, mais c'est beaucoup de travail. Merci. Merci beaucoup. Donc maintenant, la question, c'est maintenant qu'on a mis, on va dire, en quelque sorte, une base commune sur le constat scientifique, le reste de l'heure qu'on va passer ensemble va être celui pour échanger autour de que faire à partir de ce constat scientifique. Puisque vous l'avez compris, ce constat scientifique, notamment quand on parlait de budget carbone, met en jeu l'existence même de la possibilité de survie de l'espèce humaine et d'ailleurs de beaucoup des espèces sur la planète. Donc peut-être pour commencer l'échange, moi je vais vous poser 2 questions et ensuite ça sera à vous de continuer avec les vôtres. Nous, à la France Insoumise, on porte un concept depuis longtemps qui est celui de la planification écologique. La planification écologique, c'est dire qu'on veut se réapproprier le temps long et que se réapproprier le temps long, c'est ce qui nous permet à la fois de penser la baisse des émissions et donc la bifurcation qu'on doit faire qui est immense en termes de système de production et de consommation. Et nous, on commence par dire que, évidemment qu'il y a des changements individuels à faire, mais que c'est d'abord et avant tout des changements collectifs qu'il faut faire. Ou alors, si on pense aux changements individuels, ce n'est pas éteindre la Wi-Fi ou éteindre la lumière, mais d'abord et avant tout peut-être arrêter celles et ceux qui, eh bien, finalement, vivent au-dessus des moyens de l'espèce. Je pense aux riches de ce pays et aux riches de ce monde. Donc, la question de se réapproprier le temps long sur toutes les bifurcations à faire, donc tous les changements à faire dans nos modèles de production et de consommation, je pense à l'agriculture, les transports, etc. Et puis aussi penser la question de l'adaptation, puisque c'est d'ailleurs c'était un des volets aussi du rapport du GIEC, puisque là on en parlait sur la question des inondations, mais on va en parler sur plein de choses.
Quand à un moment vous avez une tempête, une inondation ou autre, tous vos réseaux peuvent casser et à ce moment-là, il y a toute cette question de l'adaptation qui se pose en même temps que la question de la baisse des émissions. Donc il y a la question de la planification et au cœur, nous, on a mis un concept qu'on appelle la règle verte. Ça va revenir avec le budget carbone. La règle verte, c'est dire qu'on ne peut pas consommer plus en un an que ce que la nature peut reconstituer. C'est ce que nous, on dit chaque année avec la question de la dette écologique à chaque fois. Et là, cette fois-ci, c'était, si je ne me trompe pas pour Le Monde, c'était fin juillet que Le Monde est entré en dette écologique, c'est-à-dire qu'on a consommé plus de ressources que ce que la planète peut reconstituer. Et donc, ce concept de la règle verte avec la planification nous permet de penser la manière dont on peut changer totalement de direction pour éviter d'aller dans le mur. Ça implique plusieurs choses. Ça implique, d'avoir des indicateurs. Parce qu'on ne peut pas planifier et organiser dans le temps les choses si on n'a pas des indicateurs. Et ça, je pense que les scientifiques ils peuvent nous aider dessus. Et puis la deuxième chose, c'est que je voulais un peu avoir aussi votre expertise sur voilà, la pertinence que vous voyez dans la limite de ce que vous pouvez dire sur la question justement du temps et de, nous on dirait ça, de comment est-ce qu'on sort aussi tout un temps politique à la fois des échéances électorales, mais aussi d'un temps court qu'impose le capitalisme aujourd'hui. Alors, le changement climatique et toutes les questions liées à l'environnement, c'est par essence des questions de long terme. Donc forcément, il y a des problèmes dans une démocratie, notamment au capitalisme, où tout est fait pour que ça soit du court terme. Donc la planification, c'est l'essence. C'est l'outil absolument nécessaire. Voir le long terme. Après, comment on planifie, ça c'est la question des politiques. Mais voir le long terme, c'est la base de toutes les solutions. On ne pourra jamais résoudre tous les problèmes, même commencer à résoudre les problèmes de réchauffement climatique et des autres problèmes d'écologie en pensant à des mesures rapides sur le court terme. Donc on l'a bien vu, que ça menait nulle part. On a déjà perdu 50 ans comme ça, en plus à rien faire quasiment. Donc de ce point de vue-là, il faut des indicateurs. Il faut effectivement, et un des indicateurs, ça peut être la règle verte, de dire voilà, on a ce que la nature peut construire, enfin peut nous fournir en un an, et on va essayer de pas le dépasser. Alors pour les combustibles fossiles, c'est compliqué parce que la nature a mis des centaines de millions d'années à faire le fuel. Donc en fait, de ce point de vue-là, il faudrait passer à zéro immédiatement. Donc ça, vous n'allez pas être capable. Nous, on ne va pas être capable de passer à zéro immédiatement. Donc évidemment, ça doit être un objectif à long terme. Mais clairement, le long terme, si on est capable d'inscrire dans la loi des objectifs à long terme pertinents, c'est la façon de faire. C'est très très clair. Je ne peux absolument pas dire autre chose. Merci. De même, dans les discussions qu'il y a souvent autour de la question de la bifurcation écologique et solidaire, il y a souvent la question de dire oui, mais finalement, la France ne peut pas faire grand-chose, c'est au niveau international que ça se fait. Alors nous, on récuse tout à fait ça, d'abord parce que si on commence nulle part, on ne commence jamais. Que par ailleurs, des luttes qui sont menées à des endroits peuvent aider d'autres peuples ensuite à lutter. Je pense notamment au fait que la France ait interdit l'extraction du gaz de schiste, même si avec ce gouvernement, on est en train de réautoriser l'importation de gaz de schiste états-unien. Mais à l'époque, ça avait aidé d'autres peuples à se battre en disant, puisque Total n'a pas l'autorisation de le faire en France, pourquoi est-ce que vous voulez le faire dans notre pays? Je pense notamment à l'Argentine, sur lequel il y avait eu une grosse lutte sur cette question-là. Donc évidemment, il faut commencer aussi, et évidemment, dans notre pays. Mais il y a une question internationale qui se pose. Nous, c'est ce qu'on appelle la diplomatie écologique universaliste. Et la question qui se pose tout le temps, c'est celle de savoir si les choses sont contraignantes ou non. Là, on a eu de nouveau une COP. À chaque fois, les COP continuent, se ressemblent. Et à chaque fois qu'on n'atteint pas les objectifs, on repousse les échéances. Et on voit dans l'actualité
toutes les difficultés qu'il y a autour de ça. Là, je pense à l'actualité récente, le nouveau cycle de négociations sur le traité sur la haute mer qui a échoué après son 5e round de négociations qui n'a toujours pas abouti. Je pense à ce qu'a dit l'OTAN encore récemment, qui annonce qu'il veut militariser l'Arctique, ce qui serait évidemment dramatique pour faire face notamment, enfin c'est ce qu'ils disent, à ce qui se passe avec la Russie actuellement. Vous, au vu de votre expérience, parce que vous avez une expérience quand même très forte, et notamment je pense à votre expertise sur la question des pôles, quel est votre avis sur cette question internationale, sur contraignant, non contraignant, et sur le travail finalement que vous faites avec le GIEC, puisque, vous le disiez tout à l'heure encore, le rapport du GIEC sert ensuite pour les COP aux décideurs politiques pour discuter à partir des faits scientifiques et de la recherche scientifique. Alors, c'est une question sur laquelle on peut dire plein de choses. Déjà, un premier argument sur lequel je voudrais venir, il est souvent dit, ça a amené à la question en fait, mais il faut que j'intervienne là-dessus. Il est souvent dit, la France émet 1% des gaz à effet de serre de l'humanité, donc ça ne sert à rien qu'on fasse quoi que ce soit. Ça, c'est un truc qui régulièrement me fait sauter au plafond quand je l'entends et quand je le lis. C'est un scandale que des gens se permettent de dire ça, que c'est aux autres de commencer à réduire leurs émissions parce que la France n'est qu'une petite partie. La France est un vieux pays industrialisé qui a émis depuis longtemps. La France est un pays riche qui a les moyens de prendre les mesures. Et le Français moyen émet beaucoup plus que l'homme moyen ou la femme moyenne du monde. Et en plus, on importe une grande partie de nos émissions de CO2 indirectement par les produits qui sont produits ailleurs. Donc dire que c'est aux Chinois et aux Indiens de faire des efforts, c'est un truc, vraiment, quand vous entendez des gens le dire, je ne vais pas vous inciter à être violent, mais... voilà. Bref, après, oui, dans les négociations internationales, aujourd'hui, par exemple, l'accord de Paris, il est basé sur le volontariat. Les États sont censés donner régulièrement des objectifs d'émissions volontaires. Et après, il y a des gens très malins qui font des calculs et qui vont nous dire, voilà, ça va nous amener là, à cette température-là, on n'y est toujours pas. Ça, c'était un des graphiques que je vous ai montré. Évidemment, personne n'a intérêt à dire qu'il va réduire plus fortement que ce qu'il devrait faire. Donc, les limites du volontariat dans ce domaine sont tellement évidentes que c'est peut-être même pas la peine d'en parler. Enfin, on les voit. C'est gros comme le nez au milieu de la figure. Comment après on est arrivé à ce volontariat? C'est qu'au moment de la COP, évidemment, quelque chose de contraignant n'aurait jamais été accepté au moment de la COP. Donc c'était mieux que rien, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut aller au-delà. Comment le faire? Moi, je ne sais pas. Et comme j'ai déjà dit avant, je suis content d'être chercheur, d'avoir le beau rôle ici et de ne pas être décideur politique qui doit mettre ça en œuvre. Merci. Même si nous, on serait content d'être au gouvernement parce qu'on a plein d'idées et qu'on s'appuierait sur ce que disent les scientifiques. Volontiers. Maintenant, on va vous laisser la parole. On va prendre plusieurs questions d'un coup. Et puis, on fera des salves de réponses comme ça. Et je vais vous donner une feuille, oui. On va essayer d'alterner un homme, une femme aussi, si c'est possible. C'est bon, je peux y aller? Je suis là. Devant, regarde. Là. Une remarque et une question. C'est trop? Ouais, la remarque, elle est très courte. La remarque, elle est sur le temps long. Il y a la planification, mais il y a aussi, je crois, les récits. Et je pense que les récits sont extrêmement importants, et notamment dans la manière de raconter ce que vous racontez au GIEC. Je pense qu'il y a peut-être un peu du travail à faire sur les récits. Question. Il y a une polémique en ce moment, et j'aimerais avoir votre avis dessus. C'est sur la question de la vapeur d'eau et de l'impact de la vapeur d'eau sur le changement climatique. Je précise juste...
ce dont il est question, la vapeur d'eau n'a pas été prise en considération par le GIEC, en tout cas pas été priorisée par le GIEC, selon certaines personnes dans le débat public aujourd'hui. Et or, pourquoi ? Parce que donc, l'eau est un gaz à effet de serre qui va dans l'atmosphère et elle est considérée comme retombant vite sur la planète, dans les rivières, etc. Et donc, on a considéré que ce n'était pas prioritaire de prendre en compte les émissions de molécules d'eau dans l'atmosphère. Voilà. Et du coup, ma question est, que pensez-vous de ce débat ? Et pour vous, quel est l'impact des émissions d'eau dans l'atmosphère sur le changement climatique ? Merci. Bonjour, c'est juste une proposition de rajouter un autre volet à la règle verte. Pourquoi aussi ne pas limiter ce qu'on déverse sur la Terre, ce qu'elle est capable d'absorber ? Et ça résoudrait pas mal le problème, par exemple, de l'agriculture et du lisier, et puis etc. etc. Ouais. Oui, à la COP21, Stéphane Le Foll a présenté un rapport au nom du gouvernement français en tant que ministre de l'Agriculture. C'est ce qui s'appelle le rapport 4 pour 1000. Ce rapport dit en gros que si on augmente de 4 grammes par kilo de terre le taux de matière organique du sol, ça compense au niveau mondial, ça compense au niveau mondial toutes les émissions de gaz à effet de serre. J'aimerais savoir ce que vous savez de ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire ? Parce que la terre, le sol est un immense réservoir de matière organique carbonée, peut-être un immense. Or, les sols à l'heure actuelle sont en train de se minéraliser vu l'agriculture industrielle, chimique, et même l'agriculture bio, qui n'est pas basée sur le taux de matière organique, peut minéraliser les sols. Donc j'aimerais avoir un peu, être rassuré sur votre pensée dans ce sens-là. Merci, monsieur. Oui, pardon, merci pour votre exposé. J'ai juste une petite question relative à l'énergie. C'est-à-dire que si on suit en fait vos courbes, on se rend bien compte qu'on ne peut plus consommer d'énergie. Or là, on a des problèmes énergétiques qui vont se faire jour à la fin de l'année. J'aurais tendance à vouloir faire un raccourci, donc nous sommes obligés d'aller vers le nucléaire. Eh oui. Dernière question avant salve de réponse. Merci. C'est plutôt une question politique. Est-ce qu'il y a une relation entre LFI ou LFI-NUPS et Extinction Rebellion ? Si oui, c'est quoi ? Sinon, pourquoi pas ? Bonjour, merci. Moi, je me posais une question par rapport au net zéro, par rapport aux objectifs net zéro, émissions, etc., qui engendrent beaucoup de phénomènes de compensation carbone, donc des réductions ou des absorptions de carbone qui sont vendues à des entreprises privées. Et moi, je travaille sur ça et on voit au niveau européen, il y a beaucoup de fonctionnaires qui attendent de ce mécanisme de remplacer en fait le financement public de la transition écologique. Et il y a un cadre en ce moment de certification carbone à l'échelle européenne qui est en train de se mettre en place. Donc je me demandais, voilà, à l'échelle de la France Insoumise, est-ce que vous comptez agir sur cette menace du financement de la transition écologique ? Alors moi, je vais prendre la question sur la vapeur d'eau, sur les 4 pour 1000 et sur éventuellement l'énergie. C'est ça ? Oui. Alors, la vapeur d'eau. Ça fait 100 ans qu'on sait que la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre important. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il pleut de temps en temps. La vapeur d'eau, elle ne reste pas longtemps dans l'atmosphère. Quand il fait froid, elle tombe surtout, c'est là qu'elle tombe, d'accord ? L'air froid ne peut pas contenir beaucoup de vapeur d'eau. En Antarctique, il fait moins 50 degrés, vous n'avez quasiment pas d'eau dans l'atmosphère. Ça veut dire que si on n'avait pas des gaz à effet de serre qui ne tombent pas quand ça se refroidit,
la Terre se refroidirait immédiatement, on arriverait à une atmosphère extrêmement sèche. Donc la vapeur d'eau n'est absolument pas un gaz qui stabilise et influence le climat dans le sens du long terme. Instantanément, oui, la vapeur d'eau a un effet de serre très important, elle bloque beaucoup de rayonnement thermique émis par la surface et elle le renvoie. Mais s'il n'y a pas de stabilisation par le CO2, la nuit, la vapeur d'eau, elle tomberait et très très rapidement, on arriverait à une Terre qui serait complètement englacée. Ça serait immédiat. C'est pour ça qu'on ne va pas parler des émissions de vapeur d'eau par l'homme. S'il y a trop de vapeur d'eau dans l'atmosphère, il pleut. Cette vapeur d'eau tombe immédiatement direct sur la Terre. Ça n'a pas de sens scientifique. Et l'effet de serre de la vapeur d'eau, il est évidemment pris en compte dans les projections climatiques, dans les modèles de climat, parce que c'est une rétroaction positive. Il fait plus chaud, il y aura plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, donc ça réchauffe encore plus. Ça, c'est pris en compte parfaitement. Donc, scientifiquement, cette question de la vapeur d'eau, dire qu'on ne la prend pas en compte, ça n'a strictement aucun sens, parce que A, on le prend en compte, et B, il pleut quand il y a trop de vapeur d'eau. Voilà. Ensuite, il y avait la question des 4 pour 1000. Je ne vois pas, je connais ça très mal, je ne vois pas comment on peut artificiellement augmenter le contenu en carbone dans les sols, là, comme ça. Je vais vous laisser parler. Le truc qui se passe, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on sait même que des sols vont perdre, avec le réchauffement sans augmentation de CO2, avec le réchauffement, les sols vont perdre de la vapeur, de la matière organique, notamment dans les pergélisols de haute latitude sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Donc là, on va perdre de la matière organique. Donc pour moi, ça n'a strictement aucun sens. Mais vous peut-être en parler un peu plus ? Mais en fait, ça suppose, de toute manière, toutes les surfaces du globe ne sont pas agricoles. D'accord ? Ça supposerait qu'il faudrait transformer toutes les surfaces du monde en surfaces agricoles. Pour moi, c'est un non-sens. Il s'agit uniquement des sols agricoles de la planète. D'accord. Cette étude porte là-dessus. 0,4% de carbone dans un sol, c'est de la matière organique, c'est toute la base de l'agriculture bio et de l'agroécologie. Les sols aujourd'hui contiennent une quantité qui correspond de carbone organique qui correspond à peu près à la quantité qui est dans l'atmosphère sous forme de CO2. Donc augmenter de 4 pour 1000, ça augmenterait. Je vois pas, et que sur les surfaces agricoles, je vois pas je vois pas en quoi ça peut être suffisant. Oui, excusez-moi. Je vois pas. Sérieusement, les ordres de grandeur, pour moi, ils y sont pas. Oui, non, mais on va aller vite. Toute l'agriculture bio, elle est basée sur le taux de matière organique dans les sols. L'agriculture chimique industrielle, elle consomme la matière organique et elle ne la renouvelle pas. Donc les sols se minéralisent, ils perdent leur carbone. En se minéralisant, ils deviennent imperméables, l'eau ne peut plus pénétrer dedans et donc s'évapore. Je veux bien, mais les ordres de grandeur, je pense qu'ils n'y sont pas, en fait. Bon, en tout cas, ce que j'incite, c'est tous les gens présents dans cette salle à aller chercher sur Internet ce que c'est que le 4 pour 1000. Voilà, et à creuser eux-mêmes, parce qu'ici, personne n'est capable de répondre. Bon, je pense 4 pour 1000 de la quantité dans les sols organiques, aujourd'hui, n'est pas du même ordre de grandeur des émissions d'aujourd'hui. Ensuite, pour le nucléaire. Oui. Alors, évidemment, le nucléaire émet très très peu de CO2, sauf quand on construit ou quand on... c'est essentiellement sans CO2. Donc, du point de vue du climatologue, un climatologue ne pourra pas vous dire que le nucléaire ne peut pas faire partie des solutions pour la décarbonisation. Je serais extrêmement malhonnête. Ça peut faire partie des solutions. Le problème étant que si on veut massivement augmenter la part du nucléaire dans la
l'approvisionnement de l'énergie de l'humanité, il faut du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et aujourd'hui, il me semble, c'est 4% ou quelque chose comme ça de l'énergie finale qui est utilisée. Donc on est très loin. Et le temps qu'il faudrait pour arriver à une échelle extrêmement importante pour que ça ait un vrai effet, on aura déjà pris quelques dizaines de degrés de réchauffement en plus. Donc pour agir plus vite, ce n'est pas sur le nucléaire. Mais ça peut faire partie de la solution. Je ne peux pas dire autre chose. Mais je peux parler là-dessus, non, parce que nous, on a une position quand même bien tranchée sur la question nucléaire. Bon, par ailleurs, le GIEC n'a jamais pris position sur la question nucléaire en disant ce que vous disiez à l'instant, que ça pouvait faire partie des solutions, qui, à mon avis, quand même, ignorent des points fondamentaux que vous allez comprendre en tant que climatologue. Le premier, c'est que si on prend juste notre pays, la France, le fleuve le plus nucléarisé de France, c'est le Rhône. Que le Rhône, c'est le GIEC qui le dit, peut baisser de débit de 10 à 40% et qu'on a besoin d'eau pour refroidir les réacteurs nucléaires. Que par ailleurs, ce n'est pas juste une baisse de débit, mais que c'est aussi une question de température de l'eau. Et je ne sais pas si vous avez vu cet été, mais il y a eu quand même 4 décrets qui autorisaient des réacteurs à continuer à fonctionner avec une température de l'eau qui a été jugée trop élevée normalement pour les refroidir. Donc on a fait des exceptions qui... Bon, pour l'instant, on fait que tout fonctionne, hein, mais qui pourrait quand même poser des grands problèmes à l'avenir. Et que par ailleurs, le nucléaire, en plus d'être une énergie dangereuse, en plus de devoir aller chercher l'uranium à l'étranger, ce qu'on pourrait compter d'ailleurs dans le CO2, mais passons. On va dire que c'est un peu marginal, mais ça pourrait compter quand même. Le nucléaire pose un immense souci que personne n'a jamais réussi à régler et qui pose la question de l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, qui est celle des déchets. Et les déchets dont on parle, qu'on enfouirait à 500 mètres sous terre, sont des déchets qui seraient radioactifs pour jusqu'à 100 000 ans, avec une question que nous n'avons jamais réussi à garder des choses enfouies pendant 100 000 ans, avec des questions de fuite ensuite sur la question de la ressource en eau, qui posent quand même des questions qui ne sont pas des petites questions de civilisation pour nous. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est bien pour ça que j'ai été extrêmement prudent dans ma réponse. Parfait. Moi, je continue avec les questions qui ont été posées. Tout à fait pour l'idée sur la règle verte. D'ailleurs, c'est parce que je ne l'ai pas énoncée en entier. Puisque la règle verte, c'est à la fois dire qu'on ne peut pas prélever sur un an davantage que ce que la planète peut reconstituer, ni produire plus de déchets que ce que la planète peut absorber. Donc on est tout à fait d'accord avec la question qui était posée. Sur la question du nucléaire, donc j'y ai répondu. Sur la question qui était posée sur Extinction Rebellion, on n'a pas de lien, c'est-à-dire que ce n'est pas la France insoumise qui a créé Extinction Rebellion, mais il y a des insoumis qui sont dans Extinction Rebellion. On a été les soutenir dans plusieurs des actions de désobéissance qu'ils faisaient, notamment je pense à une des actions de désobéissance qu'ils avaient menées sur un pont à Paris, sur lequel la seule réponse du gouvernement a été de sortir le gaz et les matraques, et avec une répression qui est très forte et qui a d'ailleurs été, je crois, un des marqueurs les plus forts de ce que la Macronie a fait face à celles et ceux qui lançaient l'alerte sur l'inaction climatique et écologique de ce gouvernement. Et je crois que celles et ceux qui ont subi le plus durement la répression sur cette question-là, c'est là aussi les militants antinucléaires, à qui vraiment je voudrais rendre un hommage pour celles et ceux qui se battent à Bure. Parce qu'à Bure, pour empêcher que les sols soient pollués pour 100 000 ans, les militants qui s'y trouvent, et notamment les paysans qui luttent fortement, puisque l'Agence nationale des déchets radioactifs a décidé d'acheter non seulement des hectares de forêt, mais aussi des hectares de terre de manière absolument démentielle, avec quelques paysans qui arrivent encore à résister dans des conditions dramatiques, eh bien, se sont retrouvés avec une cinquantaine de procès, avec une association de malfaiteurs sur le dos, des interdictions des territoires, des interdictions de se voir entre eux, des méthodes antiterroristes utilisées contre eux avec des balises sous leur véhicule,
avec l'équivalent de 16 années d'écoute, donc de messages, d'appels qui ont été pris et espionnés et du coup qui ont été utilisés contre ces militants. Bref, des moyens antiterroristes contre des militants écologistes. Ce qui est, qui a servi vraiment de laboratoire de répression et qui est maintenant utilisé contre toutes celles et ceux qui se dressent contre le sort qu'on est en train de nous faire. Donc voilà, on les soutient dans plusieurs actions qu'ils mènent. Sur la question compensation carbone multinationale, alors le cadre européen, c'est sûrement plutôt plus la délégation qui l'a suivi et je pense qu'ils suivent ça attentivement, mais je leur remettrai quand même un petit message dessus. Effectivement, c'est un immense problème d'avoir des multinationales, quand vous prenez l'avion, on vous explique qu'on va replanter des arbres pour compenser votre trajet en avion. Quand vous avez des zones humides comme les jardins des Vettes à Besançon qui sont menacés par un écoquartier qu'ils veulent construire, donc, une absurdité immense. Ils vont faire une petite mare de compensation à côté qui en fait est déjà asséchée et qui ne sert à rien. Et donc pour nous c'est un énorme problème et c'est en fait ce problème-là il vient notamment du fait qu'il y a un refus de débloquer les investissements publics nécessaires à la fois à la formation et à la bifurcation de tout ce dont on a besoin, notamment l'investissement dans les énergies renouvelables, l'investissement dans des infrastructures. Et donc tout ça fait qu'à la fin, c'est le privé qui décide si oui ou non il finance et quoi est-ce qu'il finance. Je rappelle sur les forêts, puisque c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel j'ai beaucoup travaillé, je rappelle sur les forêts qu'un des investisseurs les plus forts en forêt en ce moment, il s'appelle Total, et que ça nous pose quand même un petit souci, et que c'est pour ça que nous, on porte l'idée de la planification démocratique, qui est des choix démocratiques qui sont faits. Parce que si les choix démocratiques et les débats démocratiques ne sont pas posés, alors à ce moment-là, on arrive à des multinationales qui vont décider, et comme ils ont décidé dans l'agriculture industrielle, eh bien qu'on ferait une agriculture sans paysans, avec les suicides des paysans qu'on connaît, avec chacun et chacune qui est empoisonné au glyphosate, eh bien ça, personne ne l'a jamais décidé. On est en train de faire la même chose avec les forêts. Et je le rappelle, une forêt plantée ne s'appelle pas une forêt, ça s'appelle un champ d'arbres. Et dans un champ d'arbres, vous ne trouvez pas de biodiversité, vous n'entendez pas d'oiseaux, vous bousillez les sols, vous bousillez la filtration d'eau, etc., etc., etc. Donc cette question de lier à la fois l'investissement public nécessaire pour ne pas laisser les multinationales décider, de dire quand même que l'idée de la compensation est quand même une idée qui est plus que discutable. Et que donc, oui, l'énergie, par exemple, ça a un coût. Mais du coup, il faut décider démocratiquement à quoi sert l'énergie, plutôt que de continuer à tout va. Donc l'idée à la fois de dire il faut un débat démocratique et il faut des financements publics, eh bien je crois que c'est par justement la souveraineté du peuple qu'on arrive à se sortir des griffes des multinationales et de cette main du marché. On a le temps de prendre une deuxième salve. Ouais. Alors, je vais essayer de regarder. Oui, j'ai vu, mais il faut que j'équilibre. Bonjour. J'ai juste une question sur... on parle carbone, bilan carbone, sur comment on compte... Enfin, j'ai lu un texte il n'y a pas longtemps sur les bilans carbone, là, et en fait, notamment la méthode, c'était Jean Covici qui aurait fait ça il y a 20 ans. Et en fait, c'est un peu au pifomètre, quand même. Donc, c'est carrément du pifomètre. Alors, j'imagine que pour le GIEC, pour le global, on arrive à savoir combien on extrait de charbon et de pétrole du sol. Donc ça, on a des chiffres globaux, c'est facile. Mais après, pour le reste, quand on parle par exemple du bilan carbone du nucléaire, c'est du pifomètre et c'est calculé comme on a envie de le calculer. Et on prend ce qu'on prend en compte, l'extraction de l'uranium, les centaines de kilomètres de galeries en béton de Bure, c'est pas pris en compte dans notre bilan carbone de notre centrale nucléaire, de notre kilowatt. Voilà, on a pour plein de choses. Donc, voilà, comment on prend en compte cette chose, enfin le bilan carbone qui est vraiment au pif. Merci, bonjour. La lutte contre le changement climatique, je me réjouis, après 25 ans de travail dans l'écologie, qu'on
qu'il y ait une prise de conscience qui soit vraiment très importante. Bon, il faut en arriver effectivement à être au pied du mur comme cette année pour en prendre la mesure. Ce qui m'inquiète davantage, enfin ce qui m'inquiète aussi, c'est que cette lutte contre le changement climatique, par divers projets technologiques et notamment pour les énergies renouvelables, risque d'orienter vers de la consommation d'espaces naturels et que la crise de la biodiversité est, quoi qu'on en dise, nettement moins bien prise en compte et on en a beaucoup moins conscience. C'est pour ça que dans l'Union populaire et l'Avenir en commun, c'est cette règle verte qui est vraiment très importante. Maintenant, la question, c'est comment concrètement, vous parliez d'indicateurs tout à l'heure, c'est quels indicateurs on prend, comment on fait en fait pour vraiment la mettre en application au quotidien. Parce que dans des espaces, moi je prends le cas de la Lozère où je suis, où en fait on a beaucoup d'espaces naturels, donc avec cette biodiversité, on considère que finalement grignoter de ci de là c'est pas grand chose. Or à l'échelle de la France, c'est dans ces espaces-là qui reste la biodiversité et des écosystèmes avec une fonctionnalité importante pour le stockage de carbone, pour plein de choses, quoi. Voilà. Donc comment cette règle verte peut être mise en application concrètement ? Bonjour, moi j'ai une question simple. Vous avez remis vos 3 volets, la guerre d'Ukraine n'était pas encore commencée. Est-ce qu'il y a une étude sur l'impact de la guerre sur les émissions de gaz à effet de serre et l'impact qu'elle aura sur le climat par la suite? Est-ce qu'il y a une étude en cours sur ce sujet ou est-ce que vous allez en faire une, tout simplement? Est-ce que vous pouvez parler un peu sur... si vous pouvez juste dire quelques mots sur le rôle des sols dans l'absorption des gaz à effet de serre, notamment le CO2. Il y a des études qui ont été faites dans le nord de la France que ce sont les sols les plus anciens qui contiennent... qui ont la capacité d'absorber le CO2, enfin qui ont le plus de stock de CO2. Mais est-ce que ceci est applicable un peu partout dans le monde? Parce qu'il n'y a pas un sol, il y a des sols. Et comment pourrait-on utiliser ça en politique pour la conservation des plus anciennes forêts et des plus anciens sols? Une autre question. Et juste pour rebondir sur la question de la vapeur d'eau, je sais que je sais très bien que le GIEC, le rapport du GIEC prend en considération la question de la vapeur d'eau dans les calculs. Par contre, ce que j'avais retenu, mais vous savez que les rapports du GIEC sont assez conséquents à lire pour nous, ils ne sont pas, même si on a des petites notions en paléoclimatologie. Ce que j'avais retenu, c'est que l'action humaine, elle est minime, en tout cas par rapport à l'évaporation de l'eau directement, certainement d'une façon indirecte. Donc c'est bien ça, parce qu'elle est trop évoquée par les gens qui s'opposent aux barrages, à la construction de barrages. Donc même les barrages n'ont pas une forte implication, si vous pouvez préciser si j'ai bien compris. Merci. Bon, c'était pour revenir un tout petit peu sur le nucléaire, parce que c'est un débat qui regroupe pas mal, même entre insoumis, c'est un gros sujet, et je m'y connais vraiment pas, et j'ai pas d'avis forcément, donc c'est vraiment pour forger mon avis. Est-ce que aussi, parce que tout est lié niveau politique, est-ce qu'il y a vraiment besoin de temps, d'énergie, et si besoin, est-ce que les éoliennes, enfin avec les barrages, etc. Est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser plutôt ça, ces énergies, ces récupérations d'énergie plutôt que le nucléaire? Et est-ce que financièrement c'est faisable? Vous avez montré tout à l'heure, démontré par vos graphiques que c'était de moins en moins coûtant. On sait que de toute façon, on va devoir avoir une politique et pour avoir une politique écologique, on va devoir dépenser de l'argent pour
pour ça, mais est-ce que ça va aller à l'encontre de notre régulation économique dans tous les autres domaines? Parce que du coup, pour les étudiants, on dépense de l'argent, etc. Enfin, on a un programme économique bien régulé en prenant aux riches pour rééquilibrer, etc. Est-ce que, en additionnant en plus l'argent dépensé dans l'écologie, on va arriver à quelque chose d'équitable, tenable, pour avoir des arguments contre la droite, leur exposer cela, voilà. Alors, moi, ça concerne un petit peu l'aérien. Déjà, une question. Est-ce qu'il est vrai que les traînées d'avions, enfin, ce que dégagent les moteurs dans l'air, en dehors du CO2, participent, enfin, est-ce qu'il y a d'autres gaz qui participent au réchauffement climatique? Et est-ce que ces fameuses vapeurs d'eau, là, ces traînées qu'on voit, participent aussi au réchauffement climatique? Sachant, quand même, comme je viens de l'aérien, sachant que les libéraux n'ont pas du tout l'intention de stopper la croissance exponentielle du trafic aérien, hein, les avionneurs prévoient de doubler le nombre d'avions d'ici 2035 ou 2050, je ne sais plus, mais en tout cas de doubler le nombre d'avions, et que on se pose la question si oui ou non réduire probablement, mais s'il ne faudrait pas réduire considérablement le trafic aérien. Moi, les infos que j'ai sur la question de la pollution de l'aérien, c'est à peu près 5% par rapport à l'ensemble du transport. Hein. Voilà. Bon, ok, 2 dernières questions. Bon, je les ai vues tout à l'heure, c'est vrai. Bonjour, j'essaie de faire au plus bref. J'ai un petit constat en fait. Enfin, je sais que je dois être un des rares locaux ici. Et il y a 2 ans, on a eu 2 épisodes assez. Enfin, ça va être dur de trouver des climato-sceptiques dans cette région, parce qu'il y a eu sur Romans notamment, il y a eu 2 épisodes assez traumatisants à 6 mois d'intervalle, c'est-à-dire c'était une averse de grêlon. Enfin, les deux, on en a parlé assez nationalement, mais peut-être pas assez longuement. Et aussi un épisode de neige l'hiver après, qui a été. Enfin, je passe à côté d'une forêt, il y a des arbres qui tombaient toutes les 10 ou 20 secondes, et c'est particulièrement flippant. Donc voilà, j'espère que. Enfin, j'ai peur qu'en fait chacun ici, un jour, dans les 10 prochaines années, à vivre un épisode aussi traumatique que ça. Et voilà, c'est juste une sorte de témoignage. Et voilà, aussi pour dire, un peu témoigner aussi au nom de la région. Je passe à ma question, qui est totalement autre chose. C'est plus sur une action ou les actions rapides peut-être à effectuer pour le changement climatique. On sait que le méthane notamment, et je crois que c'est 4 ou 5 fois plus... l'effet de serre est 4 ou 5 fois plus supérieur à celui du CO2. Et j'avais vu un article d'il y a peut-être 6 mois ou 1 an qui disait qu'effectivement un satellite européen ou américain avait repéré les sources de méthane. Et qu'effectivement, on ne pourrait pas imaginer, et je crois que c'était effectivement tous les gisements pétroliers, notamment en Iran, qui ne pouvaient pas se permettre, comme les gisements pétroliers de Total ou d'autres qui arrivent technologiquement à récupérer le méthane, et envisager éventuellement une coopération pour que les quelques gisements pétroliers dans le monde qui émettent tout ce méthane-là, qui est, je pense, est même, il me semble, la première source de méthane dans une année, en fait, est-ce que ce ne serait pas le type d'action immédiate à effectuer? Alors effectivement, l'AFI n'est pas au gouvernement et les actions diplomatiques, ça pourrait être avec l'Iran, avec d'autres pays, sont limitées. Peut-être en tant que député, il y a peut-être des actions à faire, je ne sais pas, des coopérations. On va répondre là-dessus. La dernière. Et la dernière question, il me faut une femme. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ouais, je suis une femme. Bonjour. Alors en fait, moi je me posais une question par rapport au fait de s'adapter à ce qu'on est en train de vivre. Ça a été un été assez traumatisant pour beaucoup d'entre nous, notamment au niveau de la chaleur. Et je pense par exemple aux conditions de travail. Je pense qu'on est beaucoup à plus pouvoir travailler dans ces conditions. Et donc j'ai vu qu'il y avait un petit questionnaire qui nous avait été envoyé sur donnez-nous des témoignages si vous avez vécu des situations horribles au travail à cause de la canicule. Et en fait, ce que je me dis, c'est que ça va demander une restructuration totale de notre manière de vivre. Enfin, je veux dire, on va plus pouvoir travailler de
de midi à 17h, sauf qu'on n'est pas espagnol, donc on va pas faire la siesta, quoi. Et en fait, c'est juste... voilà, comment est-ce que ça peut s'organiser au niveau de... Désolée, c'est un peu vaste, hein, mais comment ça peut s'organiser au niveau de la société pour qu'on puisse survivre correctement pendant les prochaines années? Merci. Alors, merci de vos questions. Alors, je vais l'organisation pour l'adaptation, je laisse Mathilde répondre. Oui. Pour le méthane, effectivement, vous avez lu juste. C'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, même par molécule 25 fois plus puissant que le CO2. Donc, c'est un gaz à effet de serre extrêmement important. Et oui, on voit ces fuites de méthane dans les forages gaziers surtout. Par exemple, au Turkménistan, c'est énorme. Et c'est complètement stupide parce que si les pipelines étaient en bon état, ils pourraient exporter ou utiliser eux-mêmes ce méthane au lieu de l'envoyer bêtement dans l'air. Donc ça serait même immédiatement profitable. Donc, il n'y a même pas la question à se poser, est-ce qu'il faut investir pour qu'il y ait un retour sur investissement sur 10 ans, ça serait immédiatement profitable. Donc, c'est complètement dommage qu'il y ait cette source de méthane supplémentaire. Après, il y a plein de sources de méthane naturelles et pas naturelles, agricoles ou pas. Mais celle-là, oui, elle serait... Enfin, c'est le gros truc sur lequel il faut tirer tout de suite. Ça, c'est sûr. Il y avait la question. Je continue sur mes questions entre guillemets. Les traînées d'avion. Alors, les traînées d'avion, c'est le seul exemple d'émission humaine de vapeur d'eau où cette émission est un petit effet climatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système climatique global, vous avez 71% du globe qui sont couverts d'océans. Donc l'évaporation de l'océan, c'est de très 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 loin la source principale de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Ce que émet l'homme, c'est que dalle par rapport à ça. Par contre, les traînées d'avion, donc on émet du CO2, d'accord, on émet des aérosols, plein de choses, mais aussi de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, elle est émise haut dans l'atmosphère, où normalement il n'y a pas trop de vapeur d'eau. Et c'est pour ça que ça a un petit effet climatique, mais encore une fois, cette eau, elle ne va pas rester longtemps dans l'atmosphère, et après elle va condenser, etc. Mais c'est là qu'elle a un petit effet. Il me semble que l'effet des traînées d'avion, donc des émissions de l'aviation, c'est 3% de l'effet humain sur le climat, ou quelque chose comme ça. Dans mes souvenirs, je peux me tromper. Et les traînées d'avion, ça en fait un tiers ou la moitié de cet effet-là. Donc par contre, si on arrêtait l'aviation du jour au lendemain, ou si on diminue, cet effet-là, il serait disparu immédiatement. L'effet du CO2 que les avions ont émis, il reste comme toutes les autres émissions de CO2 pendant une centaine d'années et même plus. D'autres questions? Oui, c'était les sols et les sols et le captage de CO2. Alors, quand on émet aujourd'hui 1 kg de CO2, la moitié à peu près reste dans l'atmosphère et l'autre moitié est absorbée dans les océans et dans la végétation. Végétation et sol en tant que système combiné. En fonction du changement climatique et de l'intensité de nos émissions, de l'évolution de nos émissions, ce facteur peut varier. Donc, grosso modo, si on arrive dans un scénario de forte émission de CO2, en fait, la proportion de CO2 qui va être absorbée par les océans et par la végétation et les sols va diminuer. Si on est dans un scénario de forte réduction de nos émissions, la proportion de nos émissions va augmenter. La proportion de nos émissions qui va être absorbée, elle va augmenter. Donc la nature, elle va nous aider aussi de ce point de vue-là. Donc oui, l'effet de la végétation et des sols est extrêmement important, déjà en tant que puits naturel, ça c'est certain, parce que on imagine de façon extrêmement simplifiée le système en équilibre avant que l'homme commence à émettre énormément de CO2 et d'autres gaz à effet de serre.
on augmente ce CO2 dans l'atmosphère, la moitié va dans les océans et dans la végétation, mais ça ne va pas continuer éternellement. Au bout d'un moment, la végétation ne va pas pousser plus, les arbres ne vont pas pousser jusqu'au ciel. Voilà, donc ça c'est juste pour confirmer qu'il y a un rôle important des puits naturels et qui va évoluer en fonction du temps. L'Ukraine et le CO2. Réponse très rapide. Le GIEC fait son travail, c'est essentiellement de prendre en compte les publications qui sont scientifiques qui existent et de faire un résumé ou de faire une évaluation de l'état de la science. Ce n'est pas que un résumé, c'est une évaluation de l'état de la science. Pour ça, on a une date limite. Toutes les publications doivent être acceptées à une certaine date. Nous, pour le rapport du groupe de travail 1 qu'on a publié en mois d'août 2021, le cut-off de la littérature, c'était, il me semble, janvier 2021. Donc évidemment, la guerre de Poutine en Ukraine, c'est absolument pas pris en compte dans les rapports du GIEC, c'est beaucoup trop récent. D'accord ? Malheureusement, on ne peut rien dire là-dessus. Absolument rien. Ensuite, la dernière question, très rapidement, les chiffres globaux et le bilan carbone au PIF. Oui, forcément, c'est en partie pifométrique. Même pour les chiffres globaux, ce n'est pas si certain que ça. Hein. Il y a des cadastres d'émissions, on sait à peu près combien on a brûlé, mais il y a plusieurs reconstructions, plusieurs bases de données qui sont faites. Elles sont grosso modo d'accord qui émet, mais il y a aussi, même à ce niveau-là, il y a des incertitudes là-dessus. Ce qu'on sait très bien, c'est la concentration de CO2 qui augmente de 2 ppm par an. On est passé de 280 à 420 aujourd'hui et ça continue. Donc ça, on sait très bien. Il y a des incertitudes même sur les cadastres régionaux, nationaux. Et évidemment, au niveau du bilan carbone d'une installation, d'un truc, d'une centrale nucléaire qu'on construit, on met massivement de béton ou d'une éolienne, il y a des défis méthodologiques énormes, oui, ça c'est certain. Après, les ordres de grandeur, on les connaît. Hein, c'est pas, voilà, mais effectivement, il y a des incertitudes. Ouais. Ça dépend de la voiture. Après, la moyenne, j'espère que les gens font des moyennes correctes, quoi. Mais oui, il y a des incertitudes, c'est certain. Merci beaucoup. Je pense que je vais recommencer par cette question-là pour terminer sur les questions qui n'ont pas été répondues. Bon, le débat qu'on a avec Jean Covici de manière très forte, c'est justement sur la question nucléaire. Et je pense que ça rejoint la question qui a été posée tout à l'heure. C'est qu'il y a un biais dans lequel il ne faut pas tomber non plus. Ce biais, là, aujourd'hui, on parlait du climat, on est avec un climatologue, donc c'est logique. Mais il ne faut pas tomber dans le biais de ne regarder que la question climatique. Parce que sinon, vous oubliez la question de la 6e extinction de masse. Vous oubliez la question je parlais des déchets tout à l'heure. Vous oubliez la question sociale aussi dedans. Et lorsque était posée la question tout à l'heure des énergies renouvelables et des espaces naturels, cette question, elle repose la question de la planification démocratique. Parce que si, de nouveau, comme je disais sur les forêts, on laisse Total Énergie, comme il s'appelle maintenant, et autres, décider, puisqu'ils sont en train d'investir dans les énergies renouvelables, parce qu'ils ont bien compris ce qui est en train de se passer avec les énergies fossiles. Donc ils prévoient le coup d'après, puisque les grandes entreprises et les multinationales, elles planifient. Il n'y a que l'État qui refuse de le faire. Bon. Eh bien, elles ont bien prévu. Donc elles sont en train d'investir dans le bois, elles sont en train d'investir dans les panneaux photovoltaïques et dans d'autres. Si on les laisse faire, effectivement, c'est eux qui vont décider qu'on va mettre des choses sur des zones humides, sur des terres agricoles, et ça, c'est pas possible, en fait. Donc, aucune énergie n'est gratuite. Je le disais tout à l'heure. Ça coûte toujours. Mais la question, c'est quelles règles démocratiques on se donne. Et par exemple, le fait de dire on met pas sur une zone humide, on met pas sur une zone agricole, c'est une évidence. Et je vais faire le point avec l'autre question que tu posais, qui est de dire est-ce qu'on peut, je schématise, il y avait deux choses dans ta question, mais est-ce qu'on peut transformer l'énergie qu'on utilise aujourd'hui avec l'énergie nucléaire? Est-ce qu'on peut avoir la même chose avec les énergies renouvelables? La réponse est non, les amis. La réponse est non. Donc ça veut dire faire des choix démocratiques
sur qu'est-ce qu'on veut faire de l'énergie. Et en fait, je vais vous dire que cet automne, c'est les questions qu'on va se poser cet hiver, sauf que plutôt que de se les poser de manière posée, démocratique, avec des débats et avec des choix démocratiques qui sont faits, on va se les poser de manière forcée. Parce que, en fait, on a un gros problème quand même cet hiver. Et donc, en fait, la question de ce que nous, on dit depuis le début, c'est de dire que les questions que nous posons depuis des années, soit on va les avoir dans le chaos et de manière complètement contrainte et forcée, sans avoir eu aucun débat démocratique et généralement avec la pire des solutions, soit on anticipe un peu les choses et on se pose les questions de est-ce qu'on a besoin des panneaux publicitaires lumineux qui consomment autant qu'une famille de 4 personnes, etc. etc. Est-ce qu'on est d'accord avec le fait qu'on sait qu'il faut 700 000 rénovations thermiques, donc rénovation des logements par an, et que l'année dernière, on a sorti, tenez-vous bien, ce chiffre magnifique, 2500 logements de la catégorie des passoires thermiques. 700 000, 2500. Bon, c'est ça les questions qu'il faut se poser, et ça crée de l'emploi, etc. Ça, c'était ta première question. Et je tiens juste à dire que la principale reproche qu'on fait généralement aux énergies renouvelables, c'est qu'elles seraient intermittentes. C'est vrai. Il y a les barrages, alors là, les barrages, c'est facile, on peut faire facilement. Puis il y en a d'autres, des éoliennes, ça, c'est pas tout le temps. Des panneaux photovoltaïques, c'est pas tout le temps non plus. Sauf que, je vous signale que le nucléaire aussi est devenu intermittent. Quand je vous dis qu'on arrête, qu'il n'y a pas longtemps, la moitié des réacteurs étaient arrêtés pour des problèmes de corrosion, pour des problèmes de refroidissement, pour des problèmes de maintenance, eux-mêmes sont devenus des énergies intermittentes. Et que si on fait en sorte d'avoir, par exemple, des bons effectifs à Météo France qui nous permettent d'anticiper, le scénario Négawatt l'a montré, à ce moment-là, on peut combiner entre les différentes formes d'énergie et faire en sorte que, notamment grâce à la première source d'énergie que sont les barrages, on ait une flexibilité plus grande parce que, on a des barrages qui nous permettent d'avoir une intermittence moins forte, même si c'est sûr que sur la question de la recherche du stockage, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas encore tout à fait au point. Bon. Ensuite, financièrement, mais aujourd'hui, et ça a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, les énergies renouvelables sont moins chères que l'énergie nucléaire. Et je vais même aller plus loin. Ce que vous promet Emmanuel Macron avec des EPR, c'est simple. Il y a un seul EPR dans le monde qui fonctionnait, c'était celui qui était en Chine. On a dû arrêter les 2 réacteurs pour des problèmes graves dans les circuits primaires, donc vous n'avez pas d'EPR qui fonctionne, le grand futur du nucléaire, génial. Il veut en construire 6. Celui qu'on a en France, à Flamanville, devait débuter au départ en 2012. Il n'a toujours pas démarré. J'espère qu'il ne démarrera jamais. Je vous assure qu'avec nous, il ne démarrera jamais. Il devait coûter 3,3 milliards. La Cour des comptes dit qu'il coûtera au moins 21,5 milliards et ça va pouvoir encore augmenter. Il y a des problèmes de fissures dans la cuve, dans le couvercle, 150 soudures défaillantes, un problème de mur de piscine endommagé. Il y a Bouygues qui s'est fait condamner lors de la construction pour travail détaché et dissimulé, de 460 travailleurs roumains et polonais. Bref, c'est un fiasco absolu. Et on nous explique que non, en termes d'argent, et je ne parle même pas du fait que les centrales nucléaires de notre pays arrivent à 40 ans d'existence, et donc on va pour les prolonger, pour les rafistoler, quand même jamais à dire, ça les rend fous, il faut mettre au moins 100 milliards dans ce qu'on appelle le grand carénage. Donc si on mettait l'argent dans les énergies renouvelables, je vous assure qu'on ne serait pas aussi en retard, surtout qu'on est le seul pays en Europe à ne pas avoir atteint nos objectifs en termes de développement d'énergie renouvelable. Ça, c'était sur cette question-là. Sur la question de s'adapter les conditions de travail, effectivement, on est en train de travailler avec Adrien Clouet sur le fait d'adapter le code du travail au fait que nous allons avoir des épisodes de canicule de plus en plus fréquents. Et que la plupart du temps, quand vous allez travailler en temps de canicule, c'est très désagréable, mais ça passe à peu près. Mais quand vous commencez à être sur les chantiers du BTP, à l'extérieur, ça commence à être extrêmement dangereux et on a plusieurs morts qu'on suspecte d'être liées directement à la canicule dans notre pays, en Espagne aussi. Bref, on commence à observer des morts au travail du fait de ces épisodes de canicule. Donc ce que nous proposons de faire, c'est d'adapter, de mettre dans le code du travail une adaptation de justement ces épisodes de canicule. Ça peut passer par plusieurs choses. Nous, on voudrait mettre en sorte que quand il y a des alertes météo, parce qu'on va pas dire une température, parce que quand il fait 30 degrés ici, c'est pas la même chose que quand il fait 30 degrés probablement aux Pays-Bas, dans les Hauts-de-France, etc. C'est pas. Donc quand il y aura une alerte rouge météo,
eh bien on propose que soit sur des activités qu'il faut déterminer, il faut arrêter complètement, soit on diminue le temps de travail. Et notamment, on peut décaler les horaires de travail. C'est pas un problème de décaler les horaires de travail. De dire que, par exemple, plutôt que de travailler de 9h à 17h quand vous êtes en plein cagnard tout le temps, eh ben, vous travaillez plus tôt et on adapte les rythmes de travail en travaillant moins. Bah oui, on accepte qu'à ce moment-là, on ne met pas les gens en danger et qu'on travaille moins. Et je pense que ça, c'est une chose qu'on peut travailler avec des choses... Vous savez, tout est systémique, c'est pour ça qu'on porte un projet de société. Je vous donne ce dernier exemple avant de vous laisser aller aux autres conférences qui vous intéressent. La question de la construction, qui est une question très importante sur la question climatique. Vous avez une histoire que j'aime bien raconter, qui, je crois, illustre bien ça. Je prends 2 exemples. Je prends Shibam, au Yémen. Shibam, c'est une ville qui a été construite il y a des centaines d'années, et qui est une ville dans laquelle vous avez des immeubles de 7 étages en terre crue. Puis vous prenez Dubaï. Dubaï où tout a été construit avec du béton et des grandes vitres là, enfin et du verre quoi. Quel est le point commun entre ces 2 villes? Il fait régulièrement 35, 40, 45 degrés en période d'été. Ok? Que se passe-t-il? À Shibam, vous n'avez pas besoin de climatisation parce que comme c'est construit en terre crue, les gens ont naturellement frais chez eux. À Dubaï, ils utilisent les climatiseurs évidemment de manière extrêmement forte puisque c'est en béton et en verre. Quel est le résultat? En 30 ans, la température extérieure de la ville a augmenté de 7 degrés. Donc, quand je vous disais que tout est lié, quand je parlais des conditions de travail, de gens qui peut-être travaillent dans des bâtiments ou dans des bureaux, eh bien, la question de la construction va être aussi une question de la bifurcation écologique qu'on va devoir se poser de manière très forte. Et je vais faire le lien avec ce que je disais au début, c'est que si vous posez cette question-là, ça veut dire que vous devez impérativement faire appel à des artisans. Parce que, du coup, vous redonnez du pouvoir à des artisans plutôt qu'à des multinationales du type Bouygues, Eiffage, Vinci. Et donc, vous recréez de l'emploi dans ce pays qui a du sens, qui nécessite des savoir-faire, et vous recréez des boucles vertueuses. Et finalement, c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à construire et à inventer ensemble. C'est l'idée que, en fait, oui, quand on parle d'éco-anxiété, d'angoisse par rapport à ce dont on est en train de parler, ça existe de manière très forte, mais que aussi, quand on disait être au pied du mur, ça nous oblige à changer radicalement de modèle, et que franchement, le modèle qu'ils nous proposent, avec 10 millions de pauvres, avec des gens où vos enfants vont aller en classe en septembre et vous ne savez pas s'ils vont avoir un professeur en face d'eux, avec des communes qui sont privées d'eau, bah franchement, c'est un monde qui fait plus tellement rêver. Et je crois que celui qu'on est en train de construire, d'inventer, est un monde qui, lui, eh bien, invoque un imaginaire beaucoup plus positif, qui respecte la dignité des gens et qui respecte l'harmonie entre les êtres humains et l'harmonie entre les êtres humains et la nature.